Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. En forme pour commenter l'actualité encore bien chargée de la semaine. Oui. Allez, c'est parti. On va commencer par la grande peur des Européens face au coup de boutoir diplomatique de Donald Trump. Le président américain a multiplié les annonces fracassantes sur le dossier ukrainien. On verra comment il a fait plier le président Zelensky après une réunion houleuse dans le bureau ovale. Mais on s'intéressera surtout, Michel, à l'avertissement qu'il lance à l'Union européenne en menaçant de se désengager du théâtre de la défense du vieux continent, ce qui provoque des réactions en cascade parmi les 27 pays de l'Union, dont la plupart se sont endormis à l'abri du parapluie nucléaire américain sans se préoccupés de leur défense nationale. On entendra bien sûr ce qu'a dit Emmanuel Macron lors d'une adresse solennelle aux Français mercredi soir. La véritable menace, c'est la Russie, a-t-il dit. Qui peut croire, je le cite, que la Russie s'arrêtera à l'Ukraine ? Est-ce selon vous, Michel, une façon de faire peur aux Français ou bien de les préparer à l'éventualité d'un conflit? On a hâte de vous entendre. Et puis question centrale aussi, faut-il que la France accepte de faire bénéficier ses voisins de son parapluie nucléaire? Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir le débat stratégique de la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. On va voir ce que vous en pensez. Pendant que l'on fait peur aux Français, le crime organisé prospère dans notre pays. Règlement de compte sanglant, attaque au couteau. Pourquoi nos dirigeants ne s'intéressent pas à cette guerre intérieure qui nous est menée? À ce titre, l'incendie le week-end dernier d'une médiathèque à Dijon illustre bien la volonté des délinquants, mi-mafieux, mi-religieux, de s'en prendre aux lieux de culture et aux livres. On verra ce que cela symbolise pour vous. Enfin, Boualem Sansal, toujours prisonnier du régime algérien. On parlera de la gauche qui s'est abstenue à l'Assemblée nationale de voter une résolution appelant à sa libération. Et puis, bien sûr, le vrai faux bras de fer qui oppose la France à l'Algérie pour de faire en sorte que ce pays reprenne ses ressortissants sous EQTF les plus dangereux. Bras de fer aussi à l'intérieur du gouvernement, parce qu'on verra qu'il y a des dissensions entre Bruno Retailleau, François Bayrou et le président Macron, qui lui n'entend pas du tout remettre en cause les accords de 68 sur l'immigration. Voilà pour les grandes lignes d'aujourd'hui, mon cher Michel. On va commencer bien sûr par l'allocution solennelle du président Macron qui s'est adressé mercredi aux Français pour évoquer la situation en Ukraine, pour répondre aux inquiétudes de nos compatriotes. 15 millions de personnes l'ont écouté, ça veut dire que c'est réussi. Les Français ont peur, une peur sans doute attisée par nos dirigeants. Tout dans le discours du gouvernement des derniers jours était fait pour cela, de François Bayrou à Jean-Noël Barrot, jusqu'au président de la République. On écoute Emmanuel Macron évoquer, selon lui, Michel, la principale menace, la Russie. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà pour le discours d'Emmanuel Macron, Michel Onfray. Il y a d'un côté la peur et il y a cet ennemi qui est désigné désormais, c'est la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il a déjà été réélu avec cette logique-là, cette façon de dire... Bon, moi j'ai une guerre, je suis un homme sérieux, vous continuez votre politique politicienne. Et puis tout le monde a dit, oui c'est vrai, c'est quand même très important, permettons au chef d'État qui est en train de gérer les problèmes du monde. Ça a marché une fois, il se dit pourquoi pas une seconde fois. Voilà quelqu'un qui normalement a encore 2 ans à tenir, pas plus, pas au-delà. Il pense à son agenda personnel. Que va devenir ce monsieur qui, après la banque Rothschild, a été 2 fois président de la République et peut espérer quoi? Il peut espérer faire de telle sorte que l'Europe puisse être un État et qu'il y ait un chef de cet État et qu'il puisse être ce chef d'État. On peut l'imaginer, qu'il n'ait qu'un projet ou qu'un agenda personnel. Mais s'il y a un projet impérialiste de la Russie, il a raison, il y en a 3 projets impérialistes. S'il y a un projet impérialiste de la Russie, qu'il fasse un petit peu d'histoire et qu'il sache que ce que revendique Poutine, c'est pas du tout d'aller à Paris, c'est pas du tout de le déloger à l'Élysée, c'est de refaire un empire qui a existé, et on connaît cet empire qui a existé. C'est un réactionnaire au sens étymologique, il veut restaurer un ordre ancien. Une partie de l'Ukraine en fait partie, d'autres pays en font partie, la France n'en fait pas partie. D'accord, mais ça veut dire la Pologne, les Pays-Baltes, ça veut dire l'URSS, le retour de l'URSS? Non, pas tant que ça, je pense que l'URSS c'est un moment dans la grande histoire de la Russie pour lui. Lui, il prend la grande Russie, il a 1000 ans derrière lui, en disant c'est cet empire-là que je veux reconstituer. Je dis il y a 3 impérialismes, parce qu'il y a l'impérialisme russe, il y a l'impérialisme américain,
Quand Trump dit « mais moi, je veux récupérer vos terres rares », rappelons aux gens qui nous écoutent que les terres rares, ce sont des métaux qui sont des conducteurs qui permettent d'augmenter les conductions dans les usages qui en sont faits, c'est-à-dire les moteurs de voitures électriques, enfin tous les moteurs électriques, les téléphones portables, les bombes atomiques et les bombes. C'est-à-dire que si vous avez un conducteur plus rapide que votre voisin, c'est vous qui avez gagné votre guerre atomique. Donc pour l'instant, le leadership des métaux rares sur la planète, c'est la Chine. Donc Trump dit mais il faut absolument qu'on récupère ça. Où est-ce qu'il y a des métaux rares? Ici, en Ukraine. Il reçoit Zelensky, il lui dit bon, on va arrêter la guerre, on va exploiter vos terres rares et puis on sera sur place et ce sera une façon de vous protéger. Zelensky dit mais non, pas du tout, etc. Bon. Mais on voit bien que ce sont des impérialismes, bien d'impérialisme européen. L'Europe est devenue un État, avec son drapeau, avec son hymne, avec sa monnaie. Donc, et puis on nous dit c'est cet État qui est important. La France, ça compte pour rien, pour zéro. Il n'y a pas d'argent pour les paysans. Il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, mais il y a de l'argent pour fabriquer des bombes et de quoi faire une guerre. Moi, ça me rappelle étrangement, vous savez, le début des Thibauts de Martin Dugard qui raconte, ça s'appelle l'été 14, le premier volume, la montée des périls. Et vous avez un Jaurès, où est Jaurès aujourd'hui? Un Jaurès qui dit, mais pas la guerre, ça va encore retomber sur le dos des peuples, mais c'est le peuple français qui va payer. Et la guerre voulue par Emmanuel Macron pour un trajet personnel qui lui permettrait de disposer d'un leadership européen qui lui permettrait de dire « je prends la tête d'un des trois impérialismes ». Michel Onfray, le second volet que je voulais aborder dans l'allocution du président, c'est cette adresse à la nation, aux patriotes. Il en appelle aux Français « la patrie a besoin de vous ». Écoutez-le. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Et que nous nous comparions aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble. La patrie a besoin de vous. Il en appelle quoi? À faire un service militaire, à faire les poches une réserve citoyenne, les Français... À faire les poches du contribuable. C'est plus prosaïque que ça. Bien sûr. C'est juste, vous allez payer. Ou alors, bien sûr. On est en train de nous dire qu'on ne peut pas faire une prison. Les prisons, c'est compliqué. Ça prend 7 ans, nous dit-on. Et là, ce monsieur, il veut faire quoi? 500 rafales en combien de temps? En 50 ans. Si globalement il nous faut 7 ans pour fabriquer une prison, combien de temps nous faut-il pour fabriquer des chars, des avions, etc., etc. Non, il a besoin des Français. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent dans le bas de laine des Français. Il n'y a plus d'argent dans l'État. Nous sommes en faillite. Il dit en revanche, il y a un taux d'épargne qui est considérable. Et il y a une loi Sapin, si je me souviens bien, et on va en reparler probablement de cette fameuse loi Sapin, socialiste évidemment, et qui lui disait on va pouvoir taper dans les économies des gens si vraiment on en a besoin. Et puis, toute cette espèce de sentiment anti-riche qui consiste à dire « mais il y a des gens qui ont des sous de côté, prenons-leur cet argent ». Et on va prendre l'argent des Français en disant « effort national ». Alors que le pays est le plus endetté d'Europe et qu'aucun effort n'est fait sur la déficit et que des gens sautent des repas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer 3 repas par jour. Que des gens dorment dans leur voiture parce qu'ils travaillent et qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un appartement. Et on va dire « on va vous taxer encore une fois. J'ai besoin de vous ». C'est quoi? Mettre la fleur au fusil comme en 1914 en disant « vous allez tous partir ». La jeunesse d'aujourd'hui qui ne pense qu'à ses iPhones, on va lui mettre un treillis Rangers en disant vous allez mourir pour le Donbass. Ça va marcher, ça? Alors, on a un sondage CSA, CNews Europe 1 pour le JDD, Michel Onfray. Faut-il envoyer des soldats français en Ukraine? Réponse très claire, non à 65%. Et encore, je trouve que, je ne sais pas qui sont les 35% qui disent oui. Mais quand même. Oui, mais on a une armée hyper technique. Depuis que Chirac, qui est un gaulliste en peau de lapin, a détruit le service national, aujourd'hui, on a des militaires extraordinaires. Des techniciens, des gens vraiment très doués. Et puis, quand ce sont des soldats à l'ancienne, des gens magnifiques. Des commandos, des gens extraordinaires. Là, il faut quantité, il ne faut pas qualité. On a une armée de qualité, mais on n'a pas une armée de quantité. Comment fait-on une armée de quantité? Par la conscription. Bien sûr. La conscription, c'est quoi? Tous les gamins des banlieues, là, les Naël potentiels, on va leur dire, allez, vous allez partir, treillis Rangers, on y va. Mais tous les autres aussi. Oui, j'entends bien, mais les autres, ils sont gentils.
Moi, dans mon village natal, si on leur dit d'y aller, ils vont y aller. Mais je ne suis pas sûr que d'autres iraient, vous voyez. Donc, je ne suis pas sûr que la cohésion nationale qui n'existe pas, elle se ferait juste pour... Mais il y aurait peut-être plein de jeunes dans les banlieues qui diraient « Ok, on y va ». Eh bien, essayons. Mais ça m'étonnerait qu'ils laissent tomber leur point de deal pour aller défendre quoi? L'Europe de Macron, parce qu'il pourrait en être le président, pour un impérialisme qui permettrait à l'OTAN d'occuper des territoires dont Poutine nous dit depuis 10 siècles qu'ils nous appartiennent. Ça m'étonnerait que ces gens qui ne pensent qu'à eux puissent dire pour le bien de la nation, pour le bien de l'histoire de France. Ils sont autant dans les banlieues que dans nos villes aussi, mon Écoutez, cher Michel. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas des dealers. Oui, moi je vous parle des délinquants qui seront difficiles à mobiliser. Je dis simplement que quand vous allez dans les campagnes et que vous allez dans mon village natal, si on dit à 3 garçons qui ont 20 ans, il va falloir y aller, hélas, ils iront, comme ils sont allés faire la guerre d'Algérie, et qu'ils obéiront. Ceux qui obéissent iront ou iraient. Ceux qui n'obéissent pas aujourd'hui à un contrôle de police, ce ne sont pas des gens qui vont obéir quand on va leur dire on va vous couper les cheveux, vous mettre treillis Rangers et vous allez vous battre pour le Donbass ou pour la Crimée, que c'est l'avenir de votre civilisation qui est en jeu. Ils diront c'est pas ma civilisation, c'est pas ma France. Des gens qui n'aiment pas la France ne vont pas aller se faire tuer pour la France, ou l'idée que la France se fait d'elle-même dans le prisme maastrichtien. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on continue d'évoquer l'allocution du président Macron. J'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit à propos de la dissuasion nucléaire de notre pays. Alors ça, je sais que ça va vous faire bondir, parce que c'est vraiment la dernière parcelle de la souveraineté nationale. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà, exactement. Ouvrir le débat stratégique sur notre dissuasion. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées. Voilà, donc la dissuasion resterait aux mains de la France, comme ça a toujours été, mais on ouvrirait le parapluie nucléaire, notre protection, aux pays voisins. Est-ce que c'est pas ce que disait au fond le général de Gaulle en 62 ? Non, le général de Gaulle, il voulait une Europe française. Donc il n'était pas question de dire... D'abord, il ment. Il a déjà dit il y a quelque temps qu'il voulait partager les codes avec l'Allemagne, je le rappelle, et le siège à l'ONU. Donc voilà quelqu'un qui nous dit... C'est les Allemands qui le réclamaient, en tout cas. Oui, il a dit il était pour, lui. Il a simplement compris... C'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. Il a compris que c'était pas facile avec les Français, donc il est un peu revenu là-dessus, mais je veux dire, c'est la logique du en même temps. Il y a quelque temps, il nous disait on va partager nos codes, ça veut dire qu'en gros, Angela Merkel, elle avait le bouton, elle aussi. Et là, aujourd'hui, il dit ah, mais non, c'est nous, c'est pas du tout la même chose. Mais ça marche comment? On mutualise la bombe atomique, mais c'est lui qui appuie sur le bouton. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y a 15 pays qui décident, alors il faut quoi? Il faut que les 15 pays décident à l'unanimité qu'on balance une bombe sur la tête de qui nous l'aura déjà envoyé sur la tête, de toute façon. Moscou, c'est très clair. Mais évidemment. Donc Lavrov fait savoir que c'est dangereux, et bien sûr que ça va devenir dangereux, la Russie, pour la France, avec des comportements comme cela. Mais c'est lui qui crée la dangerosité. La dangerosité, c'est de dire, nous avons une bombe atomique. Mais cette bombe atomique, il faut la penser. C'est un objet philosophique, en même temps que vraiment une bombe au sens premier du terme. C'est-à-dire que ça marchait à une époque où deux blocs s'opposaient, l'Union soviétique et puis les États-Unis, où la France ne voulait être mangée ni par l'un ni par l'autre. Aujourd'hui, c'est quoi la logique? Ça sert à quoi la dissuasion nucléaire quand il s'agit de gagner une bataille en Afghanistan, par exemple, ou au Mali? Ça sert à quoi quand la guerre qui existe dans nos murs, avec justement tout l'islamisme qui aujourd'hui dit allez-y, radical. Des coups de couteau, des coups des voitures béliers ou ce genre de choses. Ça sert à quoi d'avoir la dissuasion nucléaire? Donc il y a un moment donné où il faut se poser la question de l'usage de la bombe atomique. Simplement avec les têtes nucléaires qui sont les nôtres. Si peut-être d'ailleurs l'Iran est en train de fabriquer sa bombe, peut-être d'ailleurs l'Iran peut dire qu'il a une ou deux ou trois ogives nucléaires, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'envoyer des bombes sur la tête en sachant que l'Iran s'en servirait comme un moyen de djihad et que c'est formidable de faire 20 millions de morts, puisque de toute façon, ça vous ouvre les portes du paradis. Et il faut repenser la bombe atomique. C'est fini l'époque Union soviétique et Amérique. Elle ne sert à rien, la bombe atomique, dans des conflits comme ceux-là. Est-ce qu'il s'en est servi, Poutine? Poutine, il a juste dit, je m'en servirai si vous mettez en péril notre propre territoire. Ça n'a pas encore été fait. Ça a été un peu tenté. On envoie une bombe, on regarde comment ça marche, etc., etc. Mais jusqu'où va-t-il
va-t-il aller, Macron, dans ce déclenchement de guerre? Il veut cette guerre, il a envie de déclencher cette guerre. C'est d'une dangerosité extraordinaire. Un chef de l'État doit préserver son peuple. D'abord, je rappelle que quand on a perdu toutes les élections, sauf les élections présidentielles qu'il gagne dans les conditions qu'on sait, une mobilisation générale de toute la presse, etc., etc. Quand on est si précaire, qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut décider tout seul d'une guerre? L'autre jour, il y a quelque temps, là du moins, il disait « Je vais bientôt vous redemander un certain nombre de choses ». Tout le monde dit « Oh, il va bientôt y avoir un référendum ». Je dis « Il n'y aura jamais de référendum, sauf un référendum et qui dirait « Est-ce que vous voudriez qu'Emmanuel Macron quitte le pouvoir ?» Ça, oui, il le gagnerait grandement, ce référendum, et qu'il le fasse d'ailleurs. Je dis « invite ». Mais il pourrait très bien faire un référendum sur cette question. Après, des constitutionnalistes vont dire « Oui, mais non, ça n'est pas possible. Tous ces référendums sont impossibles, donc ne les faisons pas, puisqu'on aurait l'avis du peuple et qu'on ne veut pas de l'avis du peuple. » C'est au peuple, puisque c'est l'argent du peuple. La bombe atomique, c'est l'argent du peuple. Je veux dire, cette bombe atomique, elle est fabriquée avec l'argent du contribuable. Non, c'est trop important, une guerre, pour qu'on puisse la déclarer de cette manière-là. Est-ce que nos intérêts vitaux sont en jeu en Ukraine? Est-ce que notre destin se joue en Ukraine, comme nous l'a dit François Bayrou? Oui, mais bien sûr, sottise totale. Oui, lui, c'est un européiste, donc lui aussi, il fait avancer le calendrier de Macron. Il n'est pas par hasard son Premier ministre. Il y a juste un moment donné où il faut arrêter de penser qu'on peut jouer à la guerre comme ça. C'est grave, la guerre. Michel Onfray, j'aimerais vous signaler aussi les propos de François Fillon dans Valeurs Actuelles. Lui, il estime que l'européanisation de la dissuasion nucléaire française, après Maastricht et le coup d'État permanent de Mme von der Leyen, ce serait le dernier clou du cercueil de la nation française. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, il a raison, bien sûr. C'est une dissuasion qu'il faut repenser. Il ne faut pas supprimer cette dissuasion, il faut la repenser. Puis il faut repenser d'autres façons de faire la guerre aujourd'hui. La cyberguerre, hein, ça existe, on est d'accord. Hein. Oui, mais justement, moi je ne suis pas au courant. Il faudrait demander d'ailleurs au général de Villiers ce qu'il en est. Où sont les budgets? Ce qu'ont été les budgets? Comment Macron, à une époque, disait supprimons les budgets de l'armée? Comment il a viré comme un malpropre? Voilà, viré comme un malpropre. Un général qui s'est tu, qui n'a rien dit, qui est parti avec dignité, et parce qu'il a le sens de l'honneur. Mais ceci dit, d'un seul coup, c'est pareil, c'est du Macron. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'une défense nationale, puis là, d'un seul coup, on a besoin d'une défense nationale pourvu qu'elle soit européenne, et qu'elle se fasse contre les Français. Il veut tuer des Français, il veut envoyer des jeunes au combat, il veut que le sang français coule pour le Donbass. Vous le pensez sincèrement? Mais je dis, il veut, point d'interrogation. Je dis simplement que quand il dit qu'il va falloir s'engager, l'extrait que vous avez choisi, oui. C'est-à-dire, il va falloir du sang et des larmes. Il n'a pas osé faire son Churchill, c'était quand même un petit peu gros, ou son général de Gaulle, mais il n'arrête pas. Encore un mot de Michel Onfray de cette Europe de la défense dont il est question absolument tous les jours, et depuis 30 ans, une chimère qui n'arrive pas à exister. Ursula von der Leyen a annoncé un plan de 800 milliards d'euros afin de réarmer l'Europe et fournir une aide immédiate à l'Ukraine. On est dans une réalité, là, où une Europe de la défense peut vraiment voir le jour, ou absolument pas, selon vous? Mais ces gens se servent de la guerre pour faire avancer leur agenda. Il y a un impérialisme européiste qui consiste à faire avancer l'Europe en disant, comme quand on joue aux échecs, vous prenez des pièces. Et là, vous prenez un pays, puis vous reprenez un pays, puis vous reprenez un pays. Je rappelle quand même que la guerre en Ukraine, elle date de 2014. Les journalistes ont dit que ça a commencé avec l'invasion de l'Ukraine. C'est pas parce que les journalistes ont mis leur caméra que ça a commencé. Ça a commencé en 2014, époque d'ailleurs où le gouvernement ukrainien bombardait ces minorités russes dans des pays, dans des régions comme le Donbass, par exemple. Donc il y a eu un moment donné où Poutine a dit « Non, moi je vais défendre ma population russe en territoire ukrainien. Donc faisons de l'histoire ». Il n'en fait pas, Macron. Mais s'il faisait un peu d'histoire, il verrait bien que là où il y a des problèmes avec l'identité de la Russie, il y aura des problèmes de guerre. Mais l'identité de la Russie ne se joue pas à Paris, et l'identité de Paris ne se joue pas à Moscou. Elle ne se joue pas à Kiev, d'ailleurs, non plus. Et elle ne se joue pas à Washington non plus. Bien sûr, mais on ne peut pas prendre toutes les guerres du monde sur nos épaules. On a l'impression qu'on nous présente désormais deux ennemis, la Russie et les États-Unis, qui, je rappelle quand même, au cours du siècle passé, sont venus à notre rescousse à 2 reprises. On a ce président américain alors, je vous vois tout de suite Oui. Ils sont venus. Oui, ils sont venus. Ils sont venus parce qu'ils avaient un intérêt. Non, parce que Hitler avait déclaré la guerre aux États-Unis, qu'Hitler était en train de mettre au point la bombe atomique, oui, des avions à réaction, et que les Américains ne voulaient pas d'une guerre sur leur propre territoire. Parce que leurs GI sont morts sur les côtes normandes. Mais pas du tout pour restaurer la liberté en Normandie. Je vous renvoie au général de Gaulle. Ils avaient un projet d'Amgod qui était un projet d'occupation militaire avec une monnaie dédiée. L'impérialisme est dans le sang des Américains. Ils ont détruit les peuples indiens en allant de l'Est en Ouest pour les détruire totalement. Ils ont une espèce d'obsession comme ça. Mais ils sont nos ennemis, Michel ?
Mais la France a des amis et des ennemis en fonction des intérêts ponctuels. C'est pas dans l'absolu, ils sont toujours nos amis ou ils sont toujours nos ennemis. Je dis simplement que oui, merci, c'est gentil, ils sont arrivés le 6 juin 1944, mais c'était pas parce qu'ils aimaient tellement les Français. Ils avaient juste envie de faire la guerre sur le territoire européen. Ils avaient envie de faire de la France une colonie américaine. Le général de Gaulle, avec le discours de Bayeux et d'autres discours, a dit non merci. Ils avaient l'intention d'ailleurs de nommer des ministres vichistes parce qu'ils savaient que les vichistes étaient anticommunistes, donc ça ne gênait pas du tout Vichy. Et d'ailleurs, la Shoah non plus n'a pas beaucoup gêné les Américains pendant très longtemps, jusqu'à ce que leurs intérêts soient en jeu. Et là, d'un seul coup, ils arrivent avec leurs intérêts. Les Américains ne pensent qu'en termes d'intérêts. La France pense aussi en termes d'intérêts, mais il y a son orgueil, sa vanité même parfois. Elle pense qu'elle a des valeurs, qu'elle a des idées à défendre. On n'a pas inventé Cyrano de Bergerac par hasard. Cyrano n'est pas un personnage américain, c'est pas un ricain, Cyrano. Donc je pense que la France aujourd'hui doit pouvoir défendre une idéologie, une idée, une pensée, une civilisation, une culture, sans aller voir du côté de l'Amérique, en disant on aimerait tellement pouvoir encore être vos amis. Et les Américains ne sont que moyennement nos amis quand ça les intéresse. Et c'est exactement ce qui se passe avec Zelensky. C'est-à-dire avec Zelensky. C'est-à-dire les gens découvrent qu'ils disent mais finalement, non, il est grossier et vulgaire, Trump. Donc il dit tout haut ce que l'Amérique fait tout bas. C'est plus subtil, c'est plus délié quand il s'agit d'Obama, mais c'est exactement la même politique. Alors ce que je vous propose, Michel, c'est qu'on fait une petite pause dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Et puis justement, on écoute Donald Trump à propos du président Zelensky. À tout de suite. Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray pour la seconde partie de notre émission. Michel, on parle beaucoup de guerre aujourd'hui. On va parler aussi de la guerre intérieure dans un instant, celle que nous mènent les narcotrafiquants, les individus armés de couteaux et ceux qui roulent sur les policiers lors des refus d'obtempérer. Mais encore un mot des États-Unis. On évoquait à un instant le président Trump, l'attitude des États-Unis et ce qui s'est passé dans le bureau ovale avec le président Zelensky. On va écouter ce qu'a dit Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union, à propos notamment du président Zelensky qu'il avait sérieusement secoué et humilié dans le bureau ovale. On l'écoute. Il est temps d'arrêter cette folie. Il est temps d'arrêter les massacres. Il est temps de mettre fin à cette guerre insensée. Si vous voulez mettre fin aux guerres, vous devez parler aux deux camps. J'ai reçu une lettre importante du président ukrainien Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a-t-il déclaré. Voilà pour Donald Trump qui dit que ça y est, M. Zelensky, après la séquence du bureau ovale, est prêt à accéder à l'accord que veulent les États-Unis. Et le président Trump répète qu'il veut la paix. Il est le grand défenseur de la paix, pour vous ou pas? Non. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine, l'huître et les plaideurs. Vous avez deux personnes qui viennent de trouver une huître, il y a une perle dedans, et ils sont en train de dire non, c'est moi qui l'ai trouvé, non, c'est moi qui l'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit hop, il prend la perle, et puis voilà. Lui, il veut résoudre le problème de la paix en disant je mets la main sur les terres rares de l'Ukraine. Mais il veut quand même résoudre la paix et installer la paix. En même temps, il se sert de la paix. Et il se sert de la paix parce qu'il sait qu'actuellement, la Chine, qui est son grand ennemi, a la domination avec les terres rares qu'elle possède, parce que la Chine est allée ravager la totalité de l'Afrique pour récupérer les terres rares. Et donc, la Chine a le leadership sur les terres rares. Donc, il sait qu'il est accompagné par la Russie, pour ce qui est de l'Afrique. Oui, eux ont aussi effectivement un nombre incroyable de métaux rares dans leur propre sous-sol. Et là, il dit en gros, mais vous avez une perle, mais moi, je vais la récupérer. Elle n'est ni à toi, elle n'est ni à Zelensky, ni à Poutine, elle est à moi. Et d'ailleurs, elle est tellement à moi que c'est nous qui avons payé les efforts de guerre, on va se rembourser sur la bête, et on va récupérer ces choses-là. On sera sur place, on occupera, comme ils voulaient faire en France avec la fameuse AMGOT, l'administration militaire des territoires occupés, on occupera, on sera là, et puis on vous protégera. Zelensky, il est un peu gaullien dans cette logique-là, et il dit, bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Qu'il est gaullien. Sur ce sujet-là... C'est pas qu'il a fait une erreur dans le bureau ovale ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire, Trump, d'abord, l'erreur manifeste, c'est de mettre des caméras, c'est de mettre des journalistes et de faire de la diplomatie devant la planète entière. C'est pas une émission de télévision, la diplomatie. Donc, dans les rencontres comme ça, qui se font derrière des portes capitonnées avec des gens qui s'engueulent, qui se disent vraiment des choses pas possibles. Ils se le disent, mais puis après, on finit par trouver... Là, vous dites, mais on a pris à témoin la planète entière. Donc, l'autre, il fait son kéké, Trump. C'est quand même une espèce de personnage. Oui, mais il y a 40 minutes où l'entretien se passe très très bien et ça dérape sur les 10 dernières minutes aussi. C'est Vance qui met de l'huile sur le feu. Pardon ? C'est Vance qui met de l'huile sur le feu. On est d'accord. C'est lui qui, à un moment donné, dit oui, mais enfin, vous, là, ça. Et on voit bien même la gestuelle, quoi. Il dit, mais vous êtes allé même en Pennsylvanie soutenir notre adversaire, etc. Évidemment, il agresse.
Et Zelensky reste élégant et courtois. Il n'agresse pas, lui non plus. Il donne des informations. Et à un moment donné, il faut arrêter quand même de dire on ne parle pas comme ça, etc. Non, on ne se comporte pas de cette manière-là avec un chef d'État. C'est un chef d'État qu'il avait traité de dictateur précédemment. Donc on négocie, on accepte, on prend des coups. Lui, Trump, il veut bien en donner, mais il ne veut pas en prendre. Alors, moi, j'ai cru à un moment donné que c'était Zelensky qui a dit « bon, je m'en vais ». J'avais même fait un texte dans cet esprit, en disant que c'était très gaulliste ou très gaullien. En fait, non, il s'est fait mettre à la porte. Mais c'est pas comme ça qu'on procède. Mais l'erreur, c'est Trump. C'est de dire « moi, je suis tellement malin, je suis tellement doué que je vais faire un grand show télévisé avec la diplomatie. Toute la planète va y avoir droit ». Je ne sais pas s'il sait que Poutine peut regarder ce genre d'émissions et que d'ailleurs, Poutine les regarde, ce genre d'émissions. Et qu'il s'adresse à la planète entière, c'est-à-dire au fin fond du Texas, aux paysans du fin fond du Texas, en même temps qu'à Lavrov et qu'à Poutine, etc. Et puis après, il dit « oh, ça dérape et tout le monde est en train de m'écouter, je ne peux pas me permettre ». Et donc, il y a une espèce de surenchère de testostérone. C'est pitoyable. C'est là qu'est l'erreur, c'est de ne plus faire de diplomatie, comme Macron qui a supprimé le corps diplomatique, qui a ravagé le Quai d'Orsay, qui a fait de telle sorte qu'on nomme des copains à des postes qui sont extrêmement importants. C'est un métier, la diplomatie. Alors, mais le résultat des courses, c'est que le président Zelensky accède désormais à toutes les demandes américaines, puisque les États-Unis et Donald Trump a annoncé qu'il arrêtait l'aide militaire à l'Ukraine. Donc la réalité, c'est que sans l'aide américaine, l'Ukraine s'effondre. Oui, mais c'est ça la fameuse paix que souhaiterait Trump. C'est une paix où il tord le bras des gens en disant maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Je veux ceci et je veux cela. Zelensky résiste. Il résiste avec qui? S'il s'agit de résister avec un Macron qui n'a que ces petites œillères de petits personnages, je vous rappelle l'Ecclésiaste, malheur à celui dont malheur à la ville dont le prince est un enfant, et qui lui pense qu'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre, il faut faire la guerre, les cow-boys et les Indiens. Si effectivement l'alternance, la solution, c'est de répondre à Poutine ou de répondre à Trump en disant nous allons faire une guerre et que nous allons mener en Europe et nous allons gagner contre la Russie, qui elle a des têtes nucléaires, qui elle a un nombre incroyable de gens qui, au doigt et à l'œil, vont se mobiliser. Hein. Si en Russie, on vous dit vous partez et que vous partez pas, vous partez en tôle ou éventuellement vous prenez une balle dans la tête. C'est pas exactement la même chose que chez nous en France où on ne mobiliserait personne, on n'a pas de matériel, on n'a pas la possibilité de construire un matériel avant je ne sais combien d'années. Je rappelle 7 ans pour faire une prison en France et 7 jours pour fabriquer des Rafales. Faut être sérieux. Donc il fait le va-t-en-guerre et c'est extrêmement dangereux de jouer des cartes qu'on n'a pas. Il joue au poker menteur et la France n'a pas ces cartes-là. Simplement, qui va payer? Le peuple français. Comme d'habitude, le contribuable français. Ah ben oui, mais on ne peut pas accepter ça. Alors parlons justement de notre guerre intérieure à nous, parce qu'il y a la guerre qu'on nous présente tous les jours au plan international, la guerre qui nous est menée par la délinquance, par la violence, qui se poursuit sur tout le territoire national, pas un jour sans règlement de compte avec des kalachnikovs ou des attaques au couteau entre mineurs. Et puis il y a eu aussi quelque chose qui m'a marqué et qui vous a marqué aussi, Michel, ces attaques de bibliothèques, de médiathèques. La dernière en date à Dijon, la médiathèque Champollion, qui est partie en fumée. Il y avait déjà eu une première attaque, une tentative d'incendie. Le deuxième a ravagé la médiathèque. Ce n'est absolument pas anecdotique. On va d'abord entendre quelques réactions d'habitants de Dijon qui sont évidemment consternés. Puis on va voir ce que ça signifie de s'en prendre aux lieux de culture. On les écoute. C'est intolérable qu'on s'en prenne à une bibliothèque pour protester contre des actions de la police pour faire face à la délinquance et au trafic de drogue. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici, mais il en faudrait encore plus. Mais on est déjà content de voir autant de monde. C'est vrai. Il y a une prise de conscience importante. Je pense que c'est un endroit qu'on doit préserver. Il est lié à l'élévation de l'esprit, à la culture. J'y ai passé de très bons moments, de calme, donc c'est pas un endroit auquel il faudrait s'attaquer. Voilà Michel Onfray pour ces réactions des habitants de Dijon qui ont fait une petite manifestation après l'incendie de cette médiathèque. Ça dit quoi selon vous? Alors au-delà de la délinquance, mais quand on s'attaque aux bibliothèques, donc aux livres et au savoir. Cette dame a raison, elle a un âge qui est le mien. On a le même âge, cette dame et moi. Et donc on a été fabriqués avec les livres. On sait ce que c'est qu'une bibliothèque, on sait que le savoir, c'est important. Là,
J'ai préparé une conférence dans l'école de mes petits-enfants et j'ai repris les livres de lecture de mon père, qui lui était né en 21, et je regardais comment on éduquait les enfants à l'époque, avec des textes de Musset, de Balzac, de Zola, de Stendhal, de Mérimée, avec des poèmes de La Fontaine, avec des poèmes de Victor Hugo, etc. etc. Et donc pendant très longtemps, une certaine classe d'âge, la classe d'âge de cette dame et ma classe d'âge à moi, on a eu le culte du livre. Plus cette génération, la jeune génération, s'il y a un Apple Store, ils vont aller le ravager, ils vont pas l'incendier, mais ça les gêne pas du tout de brûler une bibliothèque, puisque ça leur sert à rien, les livres. Ils ont d'ailleurs fait un trait sur les livres et sur la culture. Oui, mais est-ce que c'est pas justement une attaque civilisationnelle, encore une fois, parce que ce sont des quartiers, là en l'occurrence c'est des quartiers difficiles, compliqués, et on prive les habitants de l'accès au savoir. Oui. Donc on veut les maintenir dans l'ignorance. Ben, c'est du séparatisme culturel. Ça s'appelle de la déconstruction pratique, on fout le feu au livre. Voilà, c'est ce que font un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre d'universitaires, un certain nombre de professeurs, un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de gens qui, au CNRS, balancent des bombes artisanales. Tous ces gens qui disent, mais de toute façon, cette culture, c'est l'Occident, c'est les Blancs. Alors, c'est pas aussi évolué, mais c'est quand même ça. Ils vont pas commencer à nous expliquer qu'il y a Euripide, Sophocle, Homère, que ces gens-là étaient des Blancs et que c'est la culture des Blancs, puis qu'après, ça a été la culture des mécréants, puisque ça a été les chrétiens, etc. C'est pas un discours évolué dont ils sont capables. Juste de dire, c'est le temple de la culture occidentale. Mettons le feu au temple de la culture occidentale. Ils ont bien compris qu'une médiathèque, c'était ça. D'ailleurs, Champollion, si c'est pas un footballeur, ils savent pas qui c'est. Donc, et Champollion, c'est quoi? C'est encore une concession faite à l'époque. C'est la possibilité de dire, ah mais regardez, l'égyptologie, l'Orient, quand Napoléon a fait ses voyages, c'était tellement formidable. Enfin voilà, tout ça était très politiquement correct. Et ça peut pas s'appeler partout Rosa Parks. Mais donc, on voit bien que ces gamins-là disent, mais de mettre le feu à des livres, c'est formidable, ça nous va. D'ailleurs, le livre est mort quand les médiathèques sont nées. Ce que c'est qu'une médiathèque? C'est un endroit dans lequel on dit qu'à côté d'un livre, il peut y avoir une cassette vidéo, une cassette audio à l'époque, un DVD, etc. Exactement. Et des films. Ben non, c'est pas exactement la même chose. Je suis désolé, mais Camping 3, c'est pas exactement la même chose que l'Iliade et l'Odyssée. Donc les livres dont cette dame parlait, en disant il y avait une espèce de calme, de silence. Moi aussi, j'ai connu des bibliothèques où il y avait un silence religieux, comme on disait. Aujourd'hui, c'est le bazar complet. Vous avez toujours dans les médiathèques quelqu'un qui est obligé de dire qu'il faut s'arrêter parce que de parler, parce que ça fait trop de bruit, etc. Donc on n'a plus le culte du livre, plus le culte du savoir, de la culture, de la modestie. Et il faut être modeste pour pouvoir se dire je vais prendre le temps, 10 heures, 15 heures pour lire un livre, etc. Pas du tout. Donc c'est le signe que les barbares sont là et qu'ils ont effectivement leur façon de traiter la culture occidentale, une façon très déconstructionniste. Michel Onfray, on est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va maintenant évoquer le dossier de l'Algérie, parce que la faiblesse de la France se voit aussi dans ce pseudo bras de fer qui est tenté par certains membres du gouvernement, je pense à Bruno Retailleau, face à l'Algérie, pour tenter de faire en sorte que l'Algérie récupère ses OQTF, ses ressortissants donc, qui n'ont rien à faire sur notre territoire et qui sont classés dangereux. On va écouter Henri Guénaud, qui était notre invité cette semaine. Il estime, lui, que nous faisons face au Sud global et que notre faiblesse est évidente. Écoutez-le. Nous nous sommes mis face au Sud global. Il faut bien comprendre ça. Quand on traite du problème algérien, qu'on se tape sur la poitrine en disant « vous allez voir ce que vous allez voir », on retrouve cette question. Qui est maître du Sahel aujourd'hui? Les Russes. Qui est le principal allié de l'Algérie? La Russie. Qui fournit tout l'armement algérien? La Russie. Qui fournit beaucoup d'argent à une partie du pouvoir algérien? La Russie. Derrière, il y a la Chine. Et même les États-Unis, maintenant, se rapprochent de l'Algérie. Et l'Algérie des États-Unis, d'autant plus facilement, ils ont commencé avant, mais là, d'autant plus facilement que les Américains et les Russes sont en train de se réconcilier. Vous êtes d'accord avec Henri Guénaud, Michel Onfray? Oui, sauf sur l'expression sud global qui ne veut rien dire. Moi, je pense en termes d'impérialisme, on voit bien qu'il y a des empires qui s'entendent. Et de fait, l'empire chinois, l'empire russe, l'empire iranien sont des empires qui font cause commune. Mais ils font cause commune à cause de nous. Je vais presque dire, grâce à nous. Enfin, tout ce que fait Macron permet de fabriquer une Europe, une Russie qui ne se fait pas avec l'Europe. Je rappelle que la Russie, elle est quand même partiellement européenne. Et quand on nous dit l'Ukraine, l'Europe, on oublie qu'il y a une partie européenne de la Russie, puis une partie asiatique, et qu'elle est coupée en deux, cette Russie, et que quand le général de Gaulle parle de l'Atlantique, ou de l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, il faut regarder les cartes.
Que les gens prennent une carte, regardent où passe l'Oural, en disant mais cette partie, il y a eu un moment donné où il l'a joué, Poutine, en disant mais jouons l'Europe de l'Ouest, allons-y. Et puis quand l'Europe de l'Ouest a dit non, trop petit mon ami, et puis tu n'es qu'un sale gueux, l'Union soviétique venait de s'effondrer, lui il a dit je me tourne de l'autre côté. C'est pas très compliqué. Et ce que dit Henri Guénaud aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'union s'effectue avec la partie Est, avec l'Asie, et l'union de la Russie plus de la Chine, qui risque de se faire également avec l'Iran. Ça va fabriquer 3 impérialismes qui n'en seraient qu'un. Je vous assure que l'impérialisme maastrichtien ne va pas peser lourd dans cette affaire. Et alors juste la faiblesse diplomatique de la France, qui est très claire. On va écouter juste un extrait où on entend Bruno Retailleau dire « Je veux dénoncer les accords de 68 par rapport à l'Algérie » et Emmanuel Macron qui dit « Mais exactement l'inverse ». Écoutez les deux hommes en quelques secondes. J'ai déposé au Sénat, ça devait être en 2018 ou 2019, une résolution 2018. Pour abroger cet accord de 68 qui est totalement dérogatoire et qui fait qu'on a une immigration algérienne de peuplement, d'installation très familiale quand vous la regardez par rapport, par exemple, à celle qui vient du Maroc. Donc moi j'assume tout. Les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement. Mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. Voilà pour Emmanuel Macron qui dit qu'il n'est pas question de remettre en cause de façon unilatérale les accords de 68. Dissonance au sein de la France. Comment voulez-vous qu'on pèse face à l'Algérie, Michel Onfray? Ah ben lui, il collabore avec l'Algérie. Vous savez, le sage montre la lune et l'imbécile regarde le doigt. Et là, pour le coup, il nous montre la Russie en disant le danger est à nos portes. Mais le danger, il est algérien en France. Je rappelle quand même que nous avons un otage français qui est Boualem Sansal, et que cet otage, on n'en fait rien. Que nous avons un gouvernement algérien qui se moque absolument de nos demandes et de nos sollicitations, qui se moque absolument qu'on puisse lui renvoyer des OQTF. Il y a des appels à une espèce de guérilla. On voit bien que Emmanuel Macron ne va pas dans certaines manifestations contre l'antisémitisme, par exemple, parce qu'il ne faut pas agresser la rue, voire la rue algérienne. L'affaire du Naël Merzouk, il est franco-algérien. Comme par hasard, on s'en vient agresser un policier en disant qu'il a voulu tuer, et qu'il s'est réveillé le matin en disant « moi je veux tuer du franco-algérien ». Pour quelle raison? Parce qu'il faut absolument calmer la rue franco-algérienne. Et pour l'heure, s'il y a vraiment un danger pour la politique intérieure, pour la sécurité des Français, ce ne sont pas les chars russes qui ne menacent pas Paris, c'est dans la réalité les coups de couteau qu'on voit régulièrement, les influenceurs qui invitent à massacrer des Français, les OQTF avec un certain nombre de franco-algériens, etc., etc. Donc il faut arrêter de dire « regardez par là, c'est ici que ça se passe, et c'est Poutine le méchant ». Pendant qu'on est en train de dire à ceux qui disent clairement il faut agresser la France, elle est détestable, on a un chef d'État qui nous dit vous avez raison, la France est détestable et continue à nous agresser. C'est inacceptable. Aussi bien de laisser croire que Poutine est l'ennemi qui est le plus dangereux pour la France que de ne pas dire qu'il y a un ennemi qui lui nous dit qu'il est notre ennemi. Et on ne veut pas l'entendre, c'est pourtant clairement dit. Moi, je ne souhaite que la sortie de sa geôle de Boualem Sansal. Absolument. Vous évoquez la colère des policiers parce qu'effectivement, l'un d'entre eux qui a déjà été incarcéré après avoir abattu, vous l'avez évoqué en juin 2023, le jeune Naël à Nanterre, sera peut-être traduit devant la justice, ça dépendra du juge d'instruction, pour meurtre. Donc il comparaîtrait devant les assises pour meurtre. Ce sont les réquisitions du procureur de Nanterre. On va écouter ce qu'en pensent ses collègues. Ils sont absolument furieux. Écoutez Rudy Mana du syndicat de police Alliance. Vous savez, on a reçu des milliers de messages chez Alliance, on a reçu des milliers de messages de collègues qui étaient écœurés. Le mot qui est ressorti aujourd'hui, c'est écœuré, de voir qu'on nous traite de meurtriers. On n'est pas des meurtriers, vous l'avez bien compris. 140 000 forces de l'ordre, des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour garantir la paix publique. Ça a créé un véritable séisme. Hein. Quand je vous dis ça, je vous le dis vraiment parce que je ne l'avais jamais ressenti d'une telle manière. Les collègues sont vraiment, vraiment écœurés et choqués par cela, parce qu'encore une fois, on n'est pas des meurtriers. Et vraiment, je veux le dire et le redire, aucun policier n'est un meurtrier dans l'exercice de sa mission. Et encore une fois, s'il peut éviter d'utiliser son arme, je vous assure qu'il le fera. Voilà pour Rudy Mana, policier, Michel Onfray, qui dit « on n'est pas des meurtriers ».
Ben, je souscris absolument. Les meurtriers, on sait où ils sont. On a des informations les concernant pratiquement tous les jours. Les crimes, les meurtres, les viols, etc. Ça, ce sont des meurtriers. Je crois que... Moi, je ne connais pas le dossier, évidemment. C'est toujours périlleux. Il faut que la justice passe dans ce dossier. Il faut que la justice passe. Mais moi, j'avais cru entendre parler d'un rapport qui montrait que si le fameux Naël n'avait pas accéléré pour repartir, alors qu'on l'avait interpellé, jamais le coup ne serait parti. Donc on voit bien que ça ne peut pas être un meurtre. Le meurtre, c'est de dire je vais me le prendre. C'est-à-dire qu'il y a une intention. Mais voilà. Mais qui peut imaginer qu'un policier, dans une démocratie, puisse prendre l'initiative froidement d'abattre quelqu'un parce qu'il serait franco-algérien? C'est de l'idéologie, ça. C'est pas possible, c'est pas pensable. Alors qu'il y ait des partis politiques pour défendre ça, pour des raisons électoralistes, et puis en plus de ça, le PS qui suit, puis les écologistes qui suivent, ça fait du monde. Hein. C'est quand même assez terrible. Mais on voit bien que c'est un procès politique. Évidemment, c'est un procès politique, parce que vous pouvez remettre dans la rue des gens, et vous n'allez pas remettre les mêmes. Ce ne sont pas les policiers qui vont aller dans la rue pour mettre le feu en disant c'est inacceptable. On voit bien lesquels pourraient le faire. Donc oui, bien sûr que c'est un procès politique, et que ce policier qui a passé 5 mois en prison quand même, vous vous rendez compte? 5 mois en prison, pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas fallu qu'il rencontre des gens pour redonner une version avec des copains qu'il aurait pu bricoler, etc. 5 mois de prison? Mais attendez, c'est quand même impensable. Et puis toute l'idéologie ce pauvre petit ange. Là. Oui, mais il est mort. Oui, mais oui, il y a des accidents qui arrivent dans tous les métiers. On pourrait très bien, quand vous êtes chirurgien, tuer quelqu'un au bloc opératoire parce qu'il va se passer un accident. De là à imaginer. Alors je comprends quand c'est l'un des vôtres qui est mort que vous puissiez traiter le chirurgien de meurtrier, sauf que il y a le réel, et le réel a eu lieu, il y a eu des rapports, ce garçon a fait une course-poursuite, il a été poursuivi, il avait 17 ans, il n'avait pas de permis de conduire, donc pas d'assurance, il redémarre sa voiture alors qu'il est interpellé. Mais il n'aurait pas dû mourir, on est tous d'accord. Mais bien sûr qu'il n'aurait pas dû mourir, mais simplement quand vous avez une arme à feu, il se fait que de temps en temps, quand vous la braquez sur quelqu'un, moi j'ai fait un peu de tir sportif, comme on dit, et il y a plein de choses à faire pour éviter qu'une balle puisse partir et puisse arriver dans le pied de quelqu'un. Alors s'il s'agit d'arriver dans le cœur de quelqu'un, c'est bien sûr que c'est triste cette histoire. Mais il faut arrêter d'en faire une affaire de politique politicienne. La France n'a pas besoin de ça. J'aimerais juste qu'on consacre les 2 dernières minutes de l'émission à Boualem Sansal, parce que vous avez été offusqué que la gauche s'abstienne à l'Assemblée nationale lors du vote en commission des affaires étrangères pour demander sa libération immédiate et inconditionnelle. Pourquoi est-ce que la gauche, et je parle socialiste, écologiste, insoumis, se sont abstenus? Mais j'ai entendu Manon Ombré expliquer qu'il ne fallait pas accabler l'Algérie. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Parce qu'on lui a dit, mais enfin, tout de même, vous avez voté contre. On dit, non, on n'a pas du tout voté contre la libération de Boualem Sansal, on est tout à fait pour sa libération, sauf qu'il y avait une espèce de paquet, il y avait un certain nombre de choses, notamment des choses désagréables pour l'Algérie, et on a voté contre ça, parce que nous, l'Algérie, c'est un pays ami. C'est un pays de démocratie, c'est la Mecque de la liberté, disait Rima Hassan. Donc oui, il y a des procès politiques partout, et là aussi, ça reste un procès politique. Vous savez, en France, ceux qui défendent l'Algérie, encore que l'Algérie, ne parlons pas du peuple algérien, il faut penser au peuple algérien qui lui aussi subit cette dictature. Exactement. Mais donc il faut être précis quand on s'exprime et dire que le gouvernement algérien qui est une dictature mafieuse, et puis le pauvre peuple algérien qui s'en prend plein la figure parce qu'il aimerait bien autre chose que ce genre de gouvernement, puisque ce pays qui est quand même un peu dans la misère, quand vous y allez, c'est pas terrible, est sur un sac d'or avec son pétrole et avec son gaz. Que font ces gens depuis 50 ans avec le gaz et le pétrole algériens? Ils achètent des appartements dans les quartiers chics à Paris parce que la mafia fait ce qu'il faut pour pouvoir détourner cet argent-là. Et on a un président de la République qui nous dit « Je suis d'accord avec vous, messieurs de la mafia », et qui dit « Mais monsieur Retailleau, vous avez tort, et monsieur Bayrou, vous avez tort aussi. » Moi, je pense que je ne suis pas Bayrou, je ne suis pas Retailleau, mais il y a des moments où on peut démissionner pour le mettre vraiment dans la difficulté. Une vraie question. En disant, c'est une vraie question. Et c'est peut-être une vraie question gaullienne et politique que de dire, bon, écoutez, si vous voulez vraiment faire cette politique, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas un domestique. Donc, vous allez vous retrouver un Premier ministre, vous allez vous retrouver un ministre de l'Intérieur. Et puis, pour tel ou tel, peut-être partir en campagne pour d'autres projets. Michel, merci beaucoup pour cette émission fabuleuse. Je signale le nouveau Front Populaire, votre revue, qui est fasciste. Alors ça, on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Je vous signale aussi, évidemment, le JD News, avec la liberté d'expression en danger, qui est un grand dossier. Pour être très précis aussi, Paris Match, avec Herbert Léonard, et Valeurs Actuelles, avec l'interview de François Fillon. Voilà pour vos lectures du week-end. Merci beaucoup, Michel Onfray. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs.